Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la 4e vidéo de ce challenge Immobilix et aujourd'hui on va parler du compromis, de ces différentes clauses, des frais qui vont être engagés, un petit peu tout ce qui va être la prévente finalement et puis ensuite on parlera des travaux, donc tout ce qui aurait été le sol de l'appartement, le ragréage, qu'est-ce qu'il y avait avant, comment j'ai fait, etc. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'acheter un appartement, c'est pas juste on trouve un appartement, on s'entend bien avec l'acheteur ou son agent immobilier, on va voir son notaire et on l'achète. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avant, les notaires entre eux, etc. Et du coup, en fait, toute cette procédure, ça va être du coup la durée du compromis. Donc ce qui veut dire qu'une fois qu'on a trouvé l'appartement, on signe une offre d'achat, etc. avec l'agent immobilier par exemple ou le vendeur particulier directement. Et puis après, on contacte notre notaire pour du coup mettre en place une date de compromis qui va du coup fixer le début de la vente. Le compromis, c'est donc un avant-contrat qui engage les deux parties, donc l'un à acheter l'appartement et l'autre à vendre l'appartement à un tel prix et sous certaines conditions. Donc c'est un contrat qui est rédigé donc par des notaires la plupart du temps, ou alors il peut être rédigé sous seing privé, donc directement de particulier à particulier, mais c'est extrêmement rare et pas du tout conseillé. Dans ce fameux compromis, donc, il va y avoir différentes clauses qui vont être rédigées un petit peu en fonction de chaque compromis, de chaque projet, etc. Et donc, on va retrouver les clauses les plus connues qui vont être, par exemple, l'obtention d'un prêt immobilier. Donc, cette clause suspensive, on appelle ça du coup une clause suspensive, puisque si la clause ne se réalise pas, la vente ne se réalise pas et personne n'est plus ou moins pénalisé. Donc, par exemple, la clause suspensive d'obtention de prêt, c'est « je veux acheter un appartement, je fais l'offre, etc. » On va au compromis et on ajoute du coup une clause suspensive d'obtention de prêt. Elle est pratiquement dans tous les compromis qui ont un rapport avec un financement par le biais d'une banque. Et elle va servir en cas du coup de non-obtention de son prêt, etc., à annuler la vente sans devoir engager des frais. Parce que oui, du coup, lors de la signature d'un avant-contrat comme celui-là, il y a des frais du coup qui vont être déjà engagés, dont 10% du prix du bien, c'est-à-dire que ça va être une espèce d'acompte qui va faire que le vendeur va être protégé. C'est-à-dire que si, par exemple, je signe un avant-contrat, qu'il y a certaines clauses, etc., et que moi, ma raison pour laquelle je ne veux plus acheter l'appartement, elle ne figure pas dans ces clauses et c'est pas réellement une raison valable, c'est juste que j'ai changé d'avis, j'ai trouvé un meilleur projet. Et ben là, pour pas que du coup le propriétaire actuel et que le vendeur soit lésé, et ben je vais devoir lui verser 10% du prix du bien en échange du fait que du coup je lui ai bloqué la vente pendant un certain temps. Du coup, en autre type de clause, on pourrait avoir la vente d'un bien immobilier, c'est-à-dire j'achète du coup cet appartement que si j'arrive à vendre l'appartement par exemple que j'ai mis en vente, etc. Il peut avoir une clause de réalisation de travaux. Par exemple, il y a un dégât d'eau dans l'appartement. Ok, j'achète l'appartement. Par contre, on met une clause, je l'achète et je signe que si le dégât des eaux il a été pris à votre charge et les travaux ont été réalisés, etc. Il y a donc une multitude de clauses qu'on va pouvoir ajouter dans ce compromis et c'est les notaires qui vont en faire la rédaction, donc avant la signature de l'avant-contrat. Il y a aussi une chose assez importante à souligner, c'est qu'il y a une durée, un délai de rétractation. Donc ce délai de rétractation, il est de 10 jours après la réception de la lettre commandée de notre notaire qui nous signifie que la signature de l'avant-contrat a bien été réalisée, c'est-à-dire que je signe un certain jour, ensuite on m'envoie du coup une lettre recommandée, etc. Dès que je reçois cette lettre recommandée, les 10 jours, ils commencent le lendemain de la réception. Et du coup, pendant ces 10 jours, on a un délai de rétractation, donc on peut se rétracter, on peut dire non à la vente, même si c'est une raison qui n'est pas dans le compromis, qui n'est pas une clause, etc. Pour n'importe quelle raison, on peut se rétracter pendant ces 10 jours. Et au-delà de ces 10 jours, si on se rétracte pour aucune raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on devra à peu près 10% du prix. Il faut également savoir que du coup, avant la signature de l'acte authentique, donc avant qu'on devienne propriétaire, il ne va pas y avoir juste les fonds à débloquer à la banque pour payer l'appartement. Il va y avoir un petit peu de trésorerie à avoir aussi de notre côté, puisqu'on va avoir un petit peu de fonds avancés. C'est-à-dire qu'au niveau de la vente, il va y avoir une régulation qui va se faire entre le vendeur et l'acquéreur, qui va être donc par exemple tout ce qui est les prorata au niveau des charges de copropriété, du fonds travaux de la copropriété, de la taxe foncière et de tous les frais qui ont plus ou moins été engagés pour le compte de l'appartement. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir donc premièrement le prorata de la taxe foncière, c'est-à-dire que le propriétaire actuel, il va payer la taxe foncière pour l'année à venir. Et du coup, nous, quand on va acheter en milieu d'année, il va y avoir un prorata qui va être fait, que lui, au final, il va payer que
donc la première partie de l'année où il aura encore été propriétaire, et nous, on va devoir payer la fin de l'année, ce qui est normal. Étant donné que la taxe foncière, elle se paye vers septembre-octobre, et le calcul de ce montant, il est calculé sur l'année précédente. Donc ce qui fait que par exemple pour Grenoble, j'ai plutôt eu de la chance, puisque cette année, en 2023, la taxe foncière va prendre vraiment énormément, peut-être 20, 30, 40, 50%, ce qui est vraiment énorme. Sauf que moi, j'ai payé la taxe foncière de cette année-là, donc de mars à la fin de l'année, en fonction de la taxe foncière de 2022. Ce qui fait que je suis largement gagnant, et donc c'était pas mal dans mon cas. Ensuite, il va y avoir le prorata des charges de copropriété qui ont été avancées pour le trimestre en cours. Et aussi, très important, il va falloir faire très attention à ça, c'est le fonds travaux. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes pour l'appartement de Grenoble. Par contre, pour l'appartement de Cannes, qui est une copropriété de standing, un petit peu du coup haut de gamme, on avait un fonds travaux très important. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire, il y avait à peu près 2500 € de fonds travaux, c'est-à-dire que c'est 2500 € qui avaient été accumulés à chaque appel de fonds pour du coup le compte du syndic qui les garde au cas où, par exemple, qu'il y a un ravalement de façade ou un ascenseur à changer, à rénover, etc. Pour qu'en fait, on n'ait pas de l'argent à sortir directement. Et c'était de l'argent qu'on est sorti à chaque appel de fonds, un petit peu. Donc, c'est ce qu'on appelle le fonds travaux. Et ça, il va falloir le rembourser totalement, du coup, au vendeur, parce qu'évidemment, on va pas pouvoir en profiter. C'est-à-dire que si lui, au syndic, il avait 2500 € de fonds travaux, le jour de la vente, il va falloir faire un chèque donc de 2500 € du fonds travaux, du prorata des charges, du prorata de la taxe foncière, etc. Donc on peut avoir par exemple entre 1000 et 5000 € à sortir directement. C'est très très rare qu'on atteigne les 5000 €, sauf si vraiment on a un bien de prestige, etc. Mais la plupart du temps, ça se situe entre 1000 et 2000 €. Du coup, le jour de la signature, arrivé à la fin de ces 3 mois de compromis, on va pouvoir être propriétaire, on va pouvoir y avoir la remise des clés, enfin payer l'appartement. Et du coup, au niveau bancaire, comment ça se passe? Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Je vais faire un prêt dans une certaine banque. La banque va me créer un espace, donc crédit immobilier dans mon compte en banque, qui va pas être accessible directement par moi, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir utiliser les 115 000 € qu'on m'a prêté du coup pour l'achat de cet appartement. Et c'est le notaire directement qui va envoyer donc son RIB à la banque, et du coup la banque va faire le virement depuis notre compte bancaire vers le notaire. C'est-à-dire que l'argent est sur notre compte, mais on peut pas y toucher, et c'est pas nous le jour de la vente qui devons faire tout ça, etc. Pas de souci. Juste le jour de la vente, comme je vous ai dit, on va devoir remplir un petit chèque en fonction du prorata, des charges, etc. Donc il va être passé en revue, etc. avec l'état civil de chacun, les clauses qu'il y avait dans le compromis, tout ça, enfin bref, de A à Z. Ça dure généralement entre une demi-heure et 1 heure. Et puis après, il y a la remise des clés et on est enfin propriétaire. On en a donc fini avec cette partie sur le compromis, et du coup je vais vous laisser avec les vidéos que j'ai tournées il y a quelques mois sur les travaux de l'appartement. Comme d'habitude, on a une partie de la vidéo qui est dédiée aux travaux, et là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va consister, je vais vous parler du sol de l'appartement qui était de base, puisque on avait du lino, de la moquette, des dalles de PVC, dessous on avait de l'ancien carrelage, un sol qui n'était pas du tout en bon état. Comment faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et puis, vous allez voir que j'ai eu quelques complications, quelques problèmes, et je vous explique en vidéo comment j'ai fait. Bon, petit changement de plan, comme dans tout projet immobilier. Vous vous rappelez ici, on avait du parquet avec de la moquette, enfin du lino et de la moquette, donc qui était dans le dressing, donc cloisonné par des murs. Et en fait, il se trouve que ce parquet, il est à 1 cm, voire 2 cm au-dessus du sol de la cuisine. Ce qui fait que pour le ragréage, je vais me faire chier à monter un ragréage assez haut, donc ce qui coûte vraiment plutôt cher. Le ragréage, c'est 20 € le sac. Et avec un sac sur 10 mm d'épaisseur, on fait même pas 1 mètre carré, enfin bref. Et du coup, je vais vous filmer ça juste après, mais du coup, on a décidé de virer le parquet et de se reprendre sur les grosses lames de parquet traversantes, sur les lames qui étaient en dessous, les petits bastins, pour poser 2 grosses plaques d'OSB qui vont venir, elles, du coup, à fleur du sol de la cuisine, pour faire un ragréage le plus fin possible, quoi, sans trop se prendre la tête. Ça sera plus solide et plus résistant, on aura moins de chances d'avoir des fissures. Et en plus de ça, ça va coûter bien moins cher, quoi. Je vous montre ça tout de suite en retournant la caméra. Bon, du coup, je vous ai allumé la lumière et je vous montre sous cet angle-là. Du coup, le parquet, c'est lui. On a, comme vous voyez, du lino, des petits bouts de moquette qui sont par-dessus.
c'est inenlevable. Là, ça se soulève, mais tout ici, c'est vraiment incrusté dans le parquet. C'est vraiment impossible à enlever. J'ai essayé avec tout et n'importe quoi. Au final, on dégage le parquet qui, lui, dépasse vraiment pas mal, si on enlève toute la poussière, etc., peut-être de à peu près 2 cm en comptant le lino. Et on vient se reprendre avec des plaques d'OSB sur ces poutres traversantes juste ici. Une fois qu'on aura enlevé tout le parquet, pour éviter de couler une chape, etc., on vient juste foutre 2 plaques d'OSB ici et ici, pour que ça vienne pile poil à fleur du sol de la cuisine. Comme vous pouvez voir juste ici, entre là et la poutre, on a vraiment un bon centimètre, ce qui est parfaitement l'épaisseur d'une plaque d'OSB. Et puis du coup, on a coulé une belle petite chape, un beau petit ragréage, pardon, c'est pas la même chose. C'est un ragréage, c'est vraiment une chape auto-lissante, ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin du tout de la lisser. On verse les sacs, enfin les sacs dans une poubelle, avec de l'eau on mélange. Et après on renverse la poubelle de partout et ça se lisse tout seul. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment d'une traite. Et après du coup, on aura un beau petit sol qu'on va pouvoir venir parquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, moi c'était vraiment un plaisir de la tourner et de partager ça avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la 5e vidéo du Challenge Immobilix.